mieux dans un rendez-vous, parce que c'est des enfants souffrants et des parents souffrants. Et en lisant votre livre, je me disais, mais finalement, paradoxalement, est-ce que les enfants et les parents d'aujourd'hui, alors qu'ils sont beaucoup mieux soignés, est-ce qu'ils ne sont pas plus souffrants d'une certaine manière? Je ne sais pas s'ils sont plus souffrants, enfin, on ne va pas dénier la réalité de ce que toutes les techniques et les progrès d'aujourd'hui ont permis. Regardez simplement par rapport à, on parlait de la natalité, mais c'est simplement, il y a quoi, 200 ans, c'était 40 ou 42 ans d'âge pour l'espérance de vie, c'était la moitié des enfants qui décédaient dans les 3 premières années de vie, c'était, donc on revient quand même de très très loin. Le discours même actuel sur les, entre guillemets, violences domestiques, ça témoigne aussi de quelque chose. On a tous été élevés, ou la plupart, à la bonne chiffre quand on ne faisait pas ce qui était convenable, etc. Et aujourd'hui, on avance dans un monde qui s'est incroyablement pacifié par rapport à ces choses-là. Donc on ne peut pas mettre en cause ces réalités-là qui sont particulièrement importantes. Mais dans le même temps, l'enfant est tellement investi qu'on a une préoccupation anxieuse à son égard à longueur de temps, quoi. Donc on sait presque d'une certaine façon qu'il constitue le legs qu'on fera à l'avenir et à l'éternité. Donc il faut qu'on soit, mais à faire en sorte de le récompenser à longueur de temps, quoi. C'est vraiment, je parlais tout à l'heure de l'avance sur recette, mais c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents attendent par cet investissement aussi massif des enfants à ce qu'en retour, il y ait tellement de choses qui viennent les valoriser. Et ça, c'est compliqué de jouer des jeux qui sont des jeux très narcissiques, quoi, hein. Je te donne, mais pour pouvoir, à un moment donné, récupérer sur mon investissement et avec intérêt ce que j'ai fait, quoi. Oui, c'est vrai, c'est très juste. Et c'est un jeu, finalement, dont les règles sont très récentes dans l'histoire de l'humanité. Oui, bien sûr. Parce qu'avant, c'était... finalement, on ne décidait pas quand on était parents, et on avait des enfants, on les perdait, on les avait... Voilà, c'était un peu la providence qui décidait. Et donc, finalement, on était beaucoup moins dans cette anxiété dont vous parlez, et dont vous parlez très très bien dans votre livre. Et en refaisant un peu le point entre votre activité de psycho-oncologue et votre expertise, connaissance des enfants, l'injonction à être un bon parent, est-ce qu'elle ne fait pas, moi, à la lecture de votre livre, je me demande si ça ne fait pas écho avec l'injonction d'être un bon malade. Je vous explique, un jour une amie me dit, elle se fait opérer d'un cancer du sein, elle voit les médecins, etc. Et je lui pose une question, je lui dis comment ça se passe, etc. Elle me dit, écoute, au rendez-vous, ils m'ont dit, vous savez madame, maintenant ça va dépendre beaucoup de vous, il faut vous battre, et si vous savez vous battre, et bien, la maladie, vous allez la terrasser. Et elle m'a dit, je suis sortie liquéfiée. Parce qu'en fait, elle avait pris toute la charge sur ses épaules, elle se sentait presque coupable, elle dit, mais en fait, donc si je ne guéris pas, ça va être de ma faute. Donc l'injonction à être un bon malade, est-ce que ça existe aussi dans les sociétés ? L'éloge de l'imperfection, on pourrait la faire à des tas de niveaux, hein. Mais bien entendu, on demande aujourd'hui aux malades d'être des parfaits malades. Ce qu'on dit là à l'instant autour des parents, c'est exactement la même dialectique qu'on pourrait reprendre, hein. On leur demande de prendre soin d'eux, on leur demande de gérer leur quotidien, d'avoir une hygiène de vie, etc., d'être acteurs de leur santé, d'être au centre de leurs soins, on leur parle d'éducation à la maladie, on leur parle de patients experts, de patients témoins, enfin un baratin incroyable qui est construit sur cette réalité-là que le malade doit se prendre en main. Oui, vous pouvez être un nouveau malade avec votre flambeau et puis vous engager dans votre combat contre la maladie que, bien assurément, et aujourd'hui il y a énormément de recherches autour des questions de positivité, hein, dans la santé. Et on a pu montrer de façon très effectrice, hein, que quand vous avez le moral, quand vous êtes battant, etc., et bien vous guérissez mieux et vous vivez plus. Alors après, tous les biais de ce type de recherche, on peut les questionner. Mais ça ouvre tout un univers qui laisse à entendre que si vous n'êtes pas un bon malade dans le sens qui est aujourd'hui celui qui est attendu par la science ou la faculté, ça risque de mal se passer pour vous, quoi. Et ça, c'est... non, c'est pas un peu... Oui, oui, mais c'est aussi notre monde libéral, c'est-à-dire que la médecine devient une denrée rare et difficile, et il faut que chacun d'entre nous, on soit... vous savez, c'est Foucault qui reprenait l'histoire de chacun doit être sa petite entreprise à soi-même. Donc on doit gérer notre corps,
notre quotidien comme si c'était une petite entreprise pour le permettre de fructifier son avenir, quoi. Et à nous de faire en sorte de gérer, c'est un mot qui revient constamment, enfin, vous voyez aussi le passage de tout un vocabulaire maintenant dans la médecine qui est totalement incroyable, qui n'avait absolument pas lieu d'être dans ce champ-là, tous les mots autour des attentes qualité, etc. La médecine, c'est devenu l'entreprise personnelle d'un sujet humain qui doit se prendre en charge et en compte, quoi. On se dit au bout du compte, ils sont où les médecins dans cette histoire? Parce que c'est quand même eux, hein. On dénie le modèle paternaliste en disant tout ça c'était le bon vieux temps, régressif, quand vous savez, quand vous aviez une confiance et une conscience qui se rencontraient, et maintenant on vous dit c'est à vous de vous saisir de ces armes et d'y aller, mais oh, moi j'ai pas envie, moi quand je suis malade, j'ai envie d'être malade. C'est tout. Voilà. J'ai pas envie qu'on me casse les pieds à me demander en plus de faire ceci, cela, de me documenter, de rechercher, d'être attentif. Et je suis malade, foutez-moi la paix. Il y a un très beau texte d'Artaud dans ses écrits surréalistes qui dit quelque chose comme ça. Il parle globalement du théâtre, mais l'idée c'est, il dit « et nous autres, syphilitiques, tuberculeux, cancéreux », il reprend le terme, il envoie là, toute une charge incroyable, et puis il finit en disant « la seule chose qu'on demande, c'est que vous nous soulagiez de notre mal, et pour le reste, foutez-nous la paix. » Vous souscrivez, vous, en tant que médecin? Ah ouais, mais totalement, totalement, bien sûr. Je crois que c'est... Enfin, il y a quelque chose d'assez terrible dans cette histoire-là. Les malades, il faut qu'ils soient considérés comme des malades, pas comme étant des petits entrepreneurs qui vont se débrouiller au quotidien pour gérer leur maladie, quoi. Et quand vous les recevez, par exemple ceux qui ont des maladies graves, le cancer, qui sont dans une grande souffrance, comment je ne veux pas dire c'est difficile pour vous, parce que évidemment vous allez me répondre que c'est surtout difficile pour la personne qui est en face, mais ça exige quoi, une grande pratique, une grande écoute, ça exige quelle qualité, et qu'est-ce que ça, en quoi consiste finalement votre métier face à eux? Enfin, c'est peut-être un peu... Ouais. J'en sais rien. Je sais que j'essaye un petit peu de pratiquer, mais je ne sais pas du tout en quoi consiste ce métier, parce que je pense que chaque personne a des façons complètement et des manières complètement différentes. Moi, j'ai été formé à Bordeaux, donc j'ai fait toutes mes études à Bordeaux, ma fac, etc. Et puis je suis arrivé, vous le disiez, dans les années 2000 à Marseille, et j'ai l'impression que je pratiquais complètement différemment à Bordeaux et à Marseille, que je ne suis pas du tout le même médecin, qu'à Marseille, je touche énormément mes malades, chose que je ne faisais jamais à Bordeaux. À Bordeaux, j'avais eu une formation très psychanalytique, osons-le, où il fallait rester tout le temps en retrait, neutre, faire neutralité bienveillante. Voilà, et puis basta. Et à Marseille, je prends mes malades par l'épaule, je me rapproche d'eux, je leur parle de moi, je les questionne sur ce qu'ils font, qui n'a rien à voir avec la réalité de leur maladie, etc. Donc il y a une autre façon, en tout cas, d'être bienveillant, ou positif, si on veut rester dans cette mouvance-là, à l'égard des personnes. L'idée étant que c'est tellement compliqué et difficile ce qu'ils sont en train de vivre qu'on ne va pas en plus leur imposer une espèce de carcan d'orthodoxie savante qui est vous êtes là pour déplier vos fantasmes et votre vie psychique, je vous écoute, lointain. Enfin, je n'y arrive plus. Alors que j'ai fait ça pendant longtemps, mais aujourd'hui je n'y arrive plus. Donc c'est peut-être plus les malades qui m'ont appris que pour arriver un petit peu à me rapprocher d'eux et pour pouvoir être un peu dans la communion et le lien, il faut se comporter autrement. Donc ça veut dire qu'ils attendent autre chose. Vous savez, c'était le modèle de ce que Canguilhem reprend souvent sur l'idée du sensible et du technique. Et on dit aux gens, voilà, il ne faut pas être sensible, hein. La sensibilité, la sensiblerie, c'est pas bon parce que ça nous empêche de penser, les émotions, c'est des choses compliquées. Et pour pouvoir vraiment être technique, il faut être à peu près froid, quoi. Et en fait, Canguilhem, il dit, mais pas du tout, hein. La réalité du sensible, ça permet d'être meilleur technicien. Et donc il y a peut-être quelque chose de ça. Bon, ben, c'est beau qu'un médecin dise qu'il a appris de ses malades et de ses patients.
On est content qu'il y ait des médecins comme vous. Alors, juste pour revenir à une petite question qui, moi, m'a beaucoup intéressée. Dans le livre, vous dites à un moment donné, toujours dans vos reproches à la parentalité positive, on y revient, je leur reproche d'escamoter le sexuel, de le mettre de côté. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous avez 1 minute 30. 1 minute 30. Vous avez 1 minute 30. C'est du priapisme, cette histoire. Bon, bref. Donc, 1 minute 30, non, je crois que quand on voit tout ce qu'il en est des propositions de la parentalité positive, à aucun moment la question de la sexualité infantile apparaît. C'est-à-dire que les enfants, c'est des anges, quoi. C'est vraiment... Ils n'ont pas de sexe, il n'y a pas de surdétermination, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de question de cet ordre-là. Et plus encore, la question du désir, vous savez, quand même, un truc assez beau du père Freud, c'est de dire, voilà, on a l'acte alimentaire. Donc il y a maman ou papa qui donne à manger à leur tout petit, le biberon, le sein, et le tout petit a faim, donc il est plein de tension, il est dans l'attente, et il reçoit sa nourriture. Donc c'est un moment très plaisant, ça se passe bien. Il est porté par son parent, il y a la chaleur de la peau, il y a le regard, des fois il y a la voix ou des chansons, il y a le bon lait, il y a... Donc c'est un moment à la fois émotionnel, affectif, esthétique, quelque chose de très chargé. Et le père Freud, il part très vite dans la compréhension du tout petit, c'est-à-dire qu'il ne part pas dans l'idée du crétin ambiant, mais il se dit que le petit se rend compte que c'est quand même assez top ce moment, quoi. Et on y reviendrait bien. Et il dit, la fois d'après, peut-être il n'a pas exactement faim, mais ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il n'en redemande pas? Donc, il crie, il appelle, et puis maman ou papa vient, et on recommence la scène. Et il est à son aise le plus total. Et donc le père Freud dit, le désir dépasse le besoin. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, pouf, le désir double le besoin. Pour la parentalité positive, c'est un truc innommable, cet aspect-là. La parentalité positive, tous les troubles du comportement de l'enfant sont expliqués par des besoins qui ne sont pas assouvis. Il s'agit d'un besoin, donc là on retrouve un modèle instinctuel très biologique. Il y a un besoin, et si on ne répond pas au besoin, regardez le paquet de bonbons, et ben, le gamin a un trouble du comportement, fait une scène et va pas bien. Mais à aucun moment on traite la question sous cet aspect désirant. Peut-être que c'est autre chose. Et c'est quand même une considération de l'enfant, de l'enfance, du statut de l'enfant. C'est quand même l'idée de Dolto, le bébé est une personne, c'est quand même ça qui est dit là. C'est-à-dire, dire que les enfants ne sont pas finis avant 5 ans, voire avant 25 ans, c'est un peu outrancier. Moi, je suis ébahi de voir que tout le monde adhère à ce type de proposition sans se poser de questions. Vous savez, un des modèles, il y a une vidéo sur le net qui est assez extraordinaire. C'est un type qui a un site qui est hyper reconnu dans le champ de la parentalité positive, qui s'appelle La Famille Positive, et qui raconte qu'en fait, il s'est intéressé... la vidéo, elle s'appelle « Comment faire de l'argent en aidant les parents ». Donc déjà, c'est assez éclairant. Et en gros, il dit il est rentré dans ce domaine-là parce qu'il a beaucoup étudié les chiens. Il a beaucoup travaillé, etc. Et puis un jour, ils ont décidé avec sa femme d'avoir des enfants. Et c'est incroyable ce qu'ils ont été enrichis par tout ce qu'ils avaient appris auparavant sur l'éducation des chiens. Et ben, moi, quand il y a ça qui commence l'histoire du site et de tous ces... Ça me gêne un peu. Je comprends, je comprends. Finalement, les parents qui viennent, vous vous dites attention aux recettes, attention à tout ça, mais j'avoue qu'en tant que parent, on adore quand même quand on va voir le psychiatre, on va voir le pédopsychiatre, et qu'on attend des solutions, on attend des choses concrètes. Donc, la bonne éducation, quel est le conseil que vous donnez aux parents qui sont là, aux mères, aux pères, beaucoup de mères, moins de pères, mais il y a quand même, je suis sûre, des pères. Quel est le meilleur conseil qu'on puisse donner pour mener à bien l'éducation d'un enfant? Ça, c'était un monsieur qui s'appelait Bruno Bettelheim, qui a beaucoup travaillé et qui a été beaucoup interrogé, qui était au siècle dernier un psy du côté de Chicago, et qui avait écrit un livre qui s'appelait Pour être des parents acceptables. Et il disait qu'une des premières fonctions, en gros, ça serait juste de survivre et rajouter des points de suspension intacts. Moi, je crois que l'idée, c'est une leçon d'humilité, c'est-à-dire de toute façon, il y a un auteur qui est beaucoup repris sur le net et qui a écrit une lettre à sa mère et qui dit « Les mères sont des menteuses ».
Et en gros, elle dit mais ma mère ne m'a jamais dit que ça allait être aussi peu facile que ce qu'elle avait énoncé initialement, quoi. Et en gros, si j'avais su, je ne serais pas venu, quoi. C'est-à-dire le modèle d'avoir des enfants, de les voir grandir, de les aider à grandir, de les accompagner, etc., quoi. Et Aldo Naouri, quand on l'interrogeait sur le métier de parent, hein, en gros, il disait parent, c'est pas compliqué, c'est chauffeur de taxi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous mettez votre casquette chauffeur de taxi, vous essayez d'avoir une bagnole qui tient à peu près, l'enfant rentre dans le taxi et vous conduisez pendant un certain nombre de kilomètres sur la route. Et puis à un moment donné, la voiture s'arrête, vous descendez, vous ouvrez la porte et puis vous dites maintenant va, le reste du chemin c'est toi qui le fais, quoi. C'est compliqué de voir les choses comme ça. Chauffeur de taxi, tout le monde dit ouais, c'est pas ça. Le rôle de parent, c'est quand même, c'est tellement plus noble, c'est tellement plus beau, hein. Quand on fait un sondage de Philosophie Magazine, pourquoi est-ce que vous êtes parent? 80% des gens répondaient parce que les enfants rendent la vie plus belle. Waouh! Ça craint quand même, hein. Et il rajoutait aussi, ils nous aident à grandir. Alors là, il faut arrêter, quoi. Bravo, merci. Bravo et merci beaucoup.